c'est vrai qu'il y a bien évidemment Robert Mugabe, le Freedom Fighter, et le symbole d'une Afrique qui n'a pas connu malheureusement depuis Nkrumah énormément de grands leaders panafricains. Et c'est vrai que quelque part, on voit bien comment, on va en reparler après des chefs d'État de l'Union africaine, ils sont contents d'avoir l'un des leurs qui s'oppose à l'Occident, qui est toujours sur une ligne anti-impérialiste, anticolonialiste. Et c'est vrai, je suis d'accord, pendant 10 ans, il a quand même été en prison, je veux dire de 64 à 74, où, au moment du décès de son fils, il n'a pas pu sortir, donc il a vraiment souffert dans sa chair, donc là-dessus, il faut être d'accord. Par contre, il y a le symbole, et puis il y a l'autocrate. Il y a l'autocrate qui, quand même, en 2008, il a vraisemblablement volé la présidence à Morgan Tsvangirai, qui était le type du mouvement pour la démocratie, le changement. C'est vrai aussi que il y a toute cette période où il a eu raison, à un moment donné, de virer les 4000 fermiers blancs qui détenaient les 70% de terres arabes. Donc il y a toute une période historique où effectivement au niveau du symbole, au niveau de ce qu'il a fait de son pays, mais en même temps c'est un pur autocrate. Il y a eu quand même eu avant même du temps de Nkomo sur une base vraiment ethnique, parce que lui et Shona et par rapport des délais, c'est vrai il y a eu une période, il y a quand même eu 10 000 morts, 20 000 morts, donc c'est quand même c'est un type lui-même a dû cette idée. Absolument, donc c'est un type extrêmement violent, c'est vraiment le typique de l'autocrate africain. Ceci dit, voilà, je veux dire, c'est vrai que dans une période historique maintenant où il faut quand même pas oublier que toute cette Afrique anglophone s'est libérée les armes à la main, contrairement à l'Afrique francophone qui finalement ont accepté pendant très longtemps d'avoir les Français qui ont continué à diriger leur pays. C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher ça, mais à part ça, depuis un certain temps, c'est un pur autocrate. Je pense qu'il y a toujours un décalage étonnant quant à la perception qu'on a des hommes d'État africains, selon qu'on soit en Europe ou en Afrique. Ce décalage s'explique en partie, selon moi, par le fait que De Gaulle, qui était perçu comme un terroriste par les nazis, a été accueilli ici comme un libérateur. Hein? Si on va plus loin dans l'histoire, Napoléon n'était pas un libérateur pour les Espagnols. Il était encore moins pour les Anglais. Par contre, pour les Français, il demeure aussi. Je crois qu'il y a quelque part une certaine relativité dans la perception des choses. Robert Mugabe est né en 1924. C'est l'époque où une compagnie britannique gérait encore la Rhodésie du Sud. Hein? Et ce n'est qu'après qu'il y a eu le protectorat des Anglais. Cela veut dire que c'est une génération qui a vécu dans sa chair la spoliation des biens du peuple du Zimbabwe. Qu'il s'agisse du peuple Shona, qui a laissé les merveilles, les ruines du Grand Zimbabwe, ou du peuple Ndebele, ou de tous les autres peuples. Vous savez, les Anglais qui ont imposé une certaine politique qu'on appelle l'indirect, la politique de l'administration indirecte, ont laissé les Africains gérer leurs affaires dans une certaine mesure, ce qui est des questions liées aux coutumes. En revanche, il y a une brutalité énorme qui a commencé avec Cecil Rhodes. Cecil Rhodes qui a signé un traité avec un roi et qui a capturé ce roi. Et s'est imposé par la force et la violence. Donc il y a eu un traumatisme qui en a résulté. Et donc pour beaucoup d'Africains, et j'en suis, Robert Mugabe est d'abord un homme qui a participé à la lutte de libération nationale de son peuple. Hein, c'était donc un patriote, un combattant de la liberté. Hein, c'était un combattant de la liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quel moment Robert Mugabe devient dans l'imaginaire des peuples occidentaux le potentat dont M. Glaser a parlé. À partir de quel moment précisément? Autocrate. Autocrate. Certains disent potentat. Autocrate, c'est un sens politique. Très bien. Mais c'est parce que Robert Mugabe a signé des accords avec la Grande-Bretagne, qu'on appelle les pourparlers de Lancaster House. Et vous savez qu'il a fait des compromis dans ces accords. D'un côté, il y avait Joshua Nkomo lui-même,
qui représentait la ligne des combattants. De l'autre, on avait Muzorewa et les autres qui, eux, étaient de connivence avec les Anglais. Et il y avait aussi les Anglais proprement dit, qui en fait étaient jugés partis. Donc un des points de focalisation des 10 accords concernait justement la question de la répartition des terres. Hein, M. Blazer a très bien souligné que 70% des blancs des terres arabes et culturelles étaient détenues par 4000 personnes. Dans un pays, on n'a jamais vu cela. Donc M. Mugabe a pris acte du fait que la Grande-Bretagne était prête à accompagner une réforme agraire. Il se trouve que la Grande-Bretagne n'a jamais tenu parole. Que non seulement la Grande-Bretagne n'a pas tenu parole, mais qu'elle a tout fait pour, sur le plan militaire, appuyer les fermiers blancs, alors qu'on était déjà dans un régime dit souverain. Toutes ces considérations ont amené au déclenchement d'un conflit, plus ou moins latent au départ, entre la Grande-Bretagne et le Zimbabwe, et puis le rôle joué par Robert Mugabe dans la libération de l'Afrique du Sud et des pays de la ligne de front. Il ne faut pas oublier les liens qu'il avait avec l'ancien fondateur du Frélimo, donc Édouard de Mondlane, etc. Et puis, donc je pense que tout cela, il faut rétablir la vérité historique et montrer que le combat que Robert Mugabe a mené est un combat qui a été mené contre les mêmes Occidentaux qui ne peuvent pas avoir sur ce plan un point de vue totalement objectif. Je pense que c'est en relativisant les choses, en voyant qu'il y avait des rapports de force en termes de géostratégie, qu'on peut arriver à comprendre ce phénomène. M. Kobi-Gomez, sur la réforme agraire, rappelons quand même, Lancaster House avait normalement réglé cette question par rapport à l'indemnisation ou à la manière dont les terres allaient être gérées au Zimbabwe. Mais c'est un problème africain, la question de la gestion des terres, le foncier rural. Le problème se pose en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas 90% de terres arables qui sont tenues par les Libanais ou les Blancs. Mais il y a des injustices liées à l'expropriation des terres en Afrique. Et c'est un grave problème. Comme le problème de l'eau aussi, l'accès à l'eau. Hein, tous ces problèmes-là sont aussi à la base de certains conflits. Voilà. Qu'on ne perçoit pas sur le... Vous avez entendu l'accès à l'eau potable. Mais l'eau potable, si le peuple africain au XXIe siècle n'a pas d'eau potable, c'est la politique sioniste. Ce sont les systèmes sionistes qui refusent que l'Africain ait l'eau potable. Les sionistes, toujours eux, l'histoire se répète. Les sionistes, c'est eux qui font que l'Afrique, au XXIe siècle, n'a pas d'eau potable. Et il y a pas mal de gens qui décèdent en Afrique. Et regardez les biens mal acquis. Tous les dictateurs qui travaillent pour le système sioniste, ils ont des pavillons, des appartements, des immeubles au Québec, en France. Ils ont des châteaux. Non, mais il y a un problème. Il est temps que l'homme noir se réveille. Homme noir, tu ne dois plus faire des sales boulots. Homme noir, tu ne dois plus être agent de sécurité. Homme noir, tu ne dois plus soulever les poubelles. L'homme noir, tu ne dois plus laver les cadavres. Il faut maintenant laisser les boulots sales à l'homme blanc. L'homme noir, réveille-toi. L'homme noir, la terre, si elle est riche, c'est grâce à toi. Si l'Europe, elle est ce qu'elle est, les États-Unis, c'est grâce à toi. Homme noir, arrête d'être idiot. Réveille-toi. Sors. Sors du système d'aliénation. Sors du système de la Bible, qui est une arme destructive que l'homme blanc a utilisée pour détruire toutes les consciences de l'homme noir. La Bible est une arme que l'homme blanc utilise, toujours à utiliser des temps hier et aujourd'hui pour détruire la conscience de l'homme noir. Réveille-toi l'homme noir. Réveille-toi et tu seras libre.
Tu seras libre, l'homme noir, réveille-toi. Réveille-toi, sors de l'imbécilité, l'homme noir. Sors de l'imbécilité, l'homme noir. Car ce que tu es en train de vivre, c'est à cause de l'homme blanc. L'homme blanc barbare, l'homme blanc sioniste, avec la Bible. Le pape au Vatican n'est que le serviteur de Satan, Lucifer. Le pape au Vatican n'est que là pour donner plus de valeur au système sioniste qui martyrise le peuple dans le monde. Réveillez-vous. Homme noir, arrête de faire des sales boulots. Réveille-toi. La Bible est une arme. Le Coran est une arme. Toutes les religions est une arme pour la destruction de l'homme sur terre. Nous sommes tous des terriens. Aucun être humain ne restera sur terre. Nous sommes que des passagers dans ce monde. Nous avons l'intérêt de s'aimer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que le mal. Le mal. Non, non. La Bible est une arme. Le Coran est une arme. Tous les livres religieux sont des armes pour la destruction de l'humanité. Le Vatican, regardez bien, Première, Deuxième Guerre mondiale, et même la Troisième Guerre mondiale qui veut se faire, mais le Vatican est derrière. Le Vatican est derrière. L'Église catholique, chez moi au Congo-Brazzaville, les armes, avant que les gens aillent tuer, ils amènent les armes dans des églises, les prêtres bénissent les armes. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer? Comment les enfants qui sont amenés dans des églises, et ces enfants sont abusés sexuellement par des prêtres, comment vous pouvez expliquer ça? Qu'on me montre un passage dans la Bible où ce que Dieu dit, il faut abuser un enfant. Dieu n'a pas dit cela. Mais tous ceux qui touchent aux enfants, ce sont des sionistes. Ils ont le venin de Satan Lucifer. La vérité doit être dite. Tous ceux qui s'attaquent à l'homme noir, en tuant l'homme noir, ils ont le venin des sionistes. Tous les dictateurs en Afrique qui tuent les populations, ils ont le venin des sionistes. Quand tu n'as pas le venin d'un sioniste, tu ne peux pas tuer un être humain noir. Mais quand tu as le venin, tu vas tuer. La vérité doit être dite. L'homme noir arrête de faire les sales boulots. Arrête quand on te donne un contrat pour aller debout de 8 h du matin jusqu'à 9 h du soir debout, agent de sécurité. Refuse. L'homme noir mérite d'avoir un bon boulot. Car ceux qui font tous les logiciels, ceux qui font les données de Microsoft, de Apple, ce sont des noirs. Des noirs. Des noirs bien calés en mathématiques. Moi j'ai mes enfants ils sont forts en mathématiques. Mes enfants, très forts. Et quand j'étais enfant, j'étais fort en mathématiques. Et un enfant a besoin que son père l'encourage. Mais mon père ne m'a pas encouragé. Mon père a fait le boulot de l'homme blanc. Voilà. Et il faut dire la vérité comme elle est. Et mon père, beaucoup d'argent, hein, il est superment riche. Mon père a fait beaucoup de grandes choses, mais il pouvait m'aider, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait le venin des sionistes. Quand tu as le venin des sionistes, tu ne peux pas aider ta progéniture. Voilà la vérité. Et il y a des Africains qui continuent à faire le sale boulot de l'homme blanc. Rendre la vie difficile à leur génération. Voilà. Pour applaudir l'homme blanc. Et l'homme blanc en profite. L'homme blanc, il sait que l'homme noir a toutes les capacités.
Et aujourd'hui, l'homme noir doit se réveiller. Il doit se réveiller. Ils ont été capables de mettre leurs semblables en esclavage. Voilà. Oui, ils ont mis leurs semblables, mais qu'est-ce qui s'est passé? Leurs semblables se sont battus contre les Arabes. Ils n'ont pas voulu être esclaves. Il est temps que l'homme noir se réveille. Il est temps que ceux qui sont des métis, parce qu'il y a pas mal de métis qui se considèrent blancs. Non, métis, tu n'es pas blanc, tu es noir. Car moi qui suis métisse, mon père est un Africain, ma mère une blanche. Mais je sais en moi, je suis africain et je suis né en Afrique. Pourquoi je défends l'Afrique? Pourquoi je défends tout le temps le peuple noir? Parce que je suis un noir. Il faut reconnaître son identité. Tout se passe dans la tête. Hein. L'homme doit comprendre que Thomas Sankara n'a pas donné sa vie pour rien. L'homme noir doit comprendre que Martin Luther King n'a pas donné sa vie pour rien. L'homme noir doit comprendre que Thomas Sankara n'a pas donné sa vie pour rien. Ni Malcolm X. L'homme noir doit comprendre. Nelson Mandela n'avait pas donné toute sa vie pour que l'homme noir soit le plus idiot. Non. Non. Regardez aujourd'hui en Afrique du Sud. Des noirs qui tuent des noirs africains. En disant, en Afrique du Sud, ils disent que ce sont des noirs africains qui viennent prendre leur travail en Afrique du Sud. Grandement faux. C'est l'homme blanc qui vole l'argent des Sud-Africains noirs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent aux noirs, ils prennent des pneus, ils mettent sur des noirs vivants, ils mettent l'essence. Et ils sortent de joie. Mais l'homme noir a oublié en Afrique du Sud que l'homme blanc les a massacrés pendant l'apartheid. Ils ont oublié. Et le président Jacob Zuma qui est parti, il a oublié tout le travail que Nelson Mandela avait fait. Ils ont tout oublié. Ils sont devenus plus idiots et idiotes. Voilà. Des noirs qui mettent les pneus. Vous n'avez pas vu? Ils ont brûlé des noirs. Et les blancs, personne n'en a parlé dans leur chaîne. Hein. Tous, ils étaient contents. Et voilà, les Sud-Africains, ils ont le venin des sionistes. Ils n'ont rien compris. Rien. Ils n'ont rien compris. Que l'homme qu'ils ont brûlé des enfants vivants, ils ont brûlé des parents noirs vivants, ils ont oublié que c'est leurs parents. Ils ont oublié. Et ils se disent, c'est l'homme noir africain qui vole notre travail. Grandement faux. C'est l'homme blanc. Comment l'Afrique du Sud qui détient des diamants? Ils ont des minéraux. Mais le peuple sud-africain, ils vivent dans une pauvreté invraisemblable. En Afrique du Sud, il y a pas mal de ghettos. Les ghettos, les maisons en tôle. Comment un être humain peut vivre dans une maison en tôle? Est-ce qu'en France, il y a des maisons en tôle? Hein? Mais attendez, on va où? Est-ce qu'en Angleterre, il y a des maisons en tôle? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des maisons en tôle? Non. L'Africain, réveille-toi. Arrête d'être consommateur de Weston. Weston ne va pas te rendre service. Arrête d'être consommateur des Versace, Christian Dior. Ça ne va pas te rendre service. Sors de là. Africain, réveille-toi. En Angleterre, vous savez comment ils appellent les voitures BMW? Hein? Ils appellent la marque de l'être humain noir. Parce que les noirs aiment pas mal les BMW. Et ils appellent la marque de l'être humain noir. Le KFC, ils appellent cela restaurant de l'homme noir. Parce que vous allez aller au KFC, vous verrez, il y a plus des noirs que des blancs. Plus des noirs. C'est comme si l'homme noir
il ne s'est pas préparé. Or, au fait, l'homme noir, il doit savoir préparer, parce que nos ancêtres, ils faisaient la bonne cuisine. Hein. Moi, quand je fais la cuisine, oh, me laissez. Je sais préparer. Hein. Faire les plats japonais, là, je sais faire. Les plats chinois. Faire la bonne cuisine. L'homme noir a besoin de sortir de l'imbécilité. L'homme noir fait trop de confiance aux soi-disant civilise la vie n'est facile pour ceux qui ont la peau noire. La vie n'est pas, il devrait mettre normalement, la vie n'est pas facile pour ceux qui ont la peau noire, c'est ce qu'il devrait mettre, mais j'ai compris. Oui, la vie n'est pas facile, mais la vie, elle est facile en réalité. C'est parce que l'homme noir ne veut pas se respecter. Et l'homme blanc en profite d'écraser l'homme noir. L'homme blanc en profite parce qu'il voit que l'homme noir montre sa propre faiblesse. Et l'homme noir en profite. Si l'homme noir ne donnait pas sa faiblesse, l'homme noir n'allait pas l'homme blanc n'allait pas en profiter. C'est ça le vrai problème. L'Afrique souffre vraiment. Poulet à 3 pattes. Voilà. Oui, il y a des poulets à 3 pattes. J'avais même fait, avant, j'avais fait une vidéo, un direct sur cela, sur les poulets KFC. Et il n'y a pas que les poulets à 3 pattes. Il y en a qui ont 6 pattes. Il y a un poulet qu'ils ont eu à faire qui a 6 ailes. 6 ailes. Et les poulets là, ce sont des poulets qui n'ont pas de plumes. On les appelle les poulets OGM. Hein? Et la plupart des poulets qu'ils font au KFC, ce sont ces poulets-là. Mais l'être humain, tellement il aime bien manger l'homme noir. Parce qu'il y a des noirs qui se disent, ils sont venus sur Terre juste pour manger. Manger et être consommateur. Hein? Regardez. Basket Nike, l'homme noir. Reebok, l'homme noir. Jordan, l'homme noir. Toutes les marques de baskets, hein, l'homme noir. Adidas, Nike, Levi's, tout ce qui est marque, l'homme noir. Essayez de regarder. Tout c'est l'homme noir. Les pantalons basses, regardez les jeunes, ils baissent leurs pantalons. Et vous voyez leurs shorts. Hein? Et les jeunes disent c'est la mode. Grandement faux. Cette mode qu'ils disent, ça vient des prisons des États-Unis. Et la mode de baisser les pantalons est égale à l'homosexualité. Voilà la vérité. Et tout ça, ça vient du système des sionistes. Parce que les sionistes aiment bien toucher les fesses de l'homme. Ils aiment bien. Ils ne sont pas satisfaits de la femme que Dieu a créée à son image. Hein? Dieu a créé la femme pour l'être humain, pour l'homme. Mais eux, ils laissent la femme. Ils veulent aller avec un homme. Ils veulent que la femme aille avec une femme. Mais ce n'est pas pour rien Hollande, François Hollande. Il a laissé, hein, ses femmes l'ont quitté. Hein, Ségolène l'a quitté, après sa deuxième femme l'a quitté. Parce que ces femmes avaient découvert que Hollande n'aimait pas les femmes. Hollande aimait les hommes. Les fesses des hommes. La vérité doit être dite. Et Hollande a fait, et plus de mal à l'Afrique. Hollande. François Hollande, quand il était là, il a fait beaucoup de mal, hein, surtout aux Antilles. Toute la souffrance à l'époque d'Hollande. Hollande a fait beaucoup de mal et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et il est temps que les Antillais se lèvent et disent stop, stop et stop. Il est temps. Mais tant qu'ils ne vont pas faire ça, l'homme blanc va continuer. On va continuer à suivre cette vidéo. Vive la vérité. Et on a besoin de la vérité.
L'homme noir a trop souffert. Non, médiatique. Il est certain que deux pays vont avoir des difficultés pendant les prochaines décennies. L'Afrique du Sud. C'est vrai que Nelson Mandela a négocié. Il y a eu, pendant les négociations secrètes, des concessions importantes qui ont été faites par Nelson Mandela. Il a démantelé, certes, l'arsenal nucléaire sud-africain, mais aussi il a fait des concessions énormes sur le plan économique. Et tout le monde n'est pas d'accord. Les nouvelles générations souhaiteraient qu'il y ait une réforme agraire. Et au Kenya également, il y a des problèmes. D'ailleurs, le président qui a été poursuivi par la Cour pénale internationale, dans son programme, il a dit qu'il faut redistribuer les terres. Vous voyez? Donc l'Éthiopie aussi. Hein, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la redistribution des terres. Donc ce que je pense, c'est que sans collectiviser forcément les moyens de production et d'échange, là on est dans un schéma socialiste ou socialisant, d'accord? On peut corriger des injustices historiques flagrantes. Est-ce qu'il s'est trompé dans la méthode, comme semblait le suggérer Seydi Kaba tout à l'heure, en disant qu'on n'arrache pas les terres pour les confier à des personnes qui n'ont aucune expérience de gestion? Est-ce que vous pensez qu'il a commis une erreur de ce point de vue en expropriant trop rapidement les fermiers blancs? Mais il n'a pas exproprié les fermiers blancs. C'est une erreur, ça. Hein? Bon, ceux qui connaissent bien le dossier savent qu'il a mis en demeure certains fermiers qui avaient des... Vous avez entendu, hein? Le pays en premier qui aura beaucoup de problèmes, l'Afrique du Sud. Vous avez entendu? Il a dit, hein? Et ce parent noir-là, lui, dit tellement de vérités. Et Dieu, je vous ai dit, Dieu a mis pas mal de gens sur terre pour éclaircir la situation de l'homme noir. Parce que l'homme noir, depuis le commencement, depuis le commencement et jusqu'aujourd'hui, hein, l'homme noir fait que subir. Il y a un problème. Il y a un problème. Construction des congélateurs, l'homme noir. La fabrication, c'est l'homme noir. Les feux rouges que vous voyez qui font que les voitures s'arrêtent et les voitures continuent, l'homme noir. C'est l'homme noir qui a fait tout cela. Les téléviseurs, l'homme noir. Mais on va vous montrer tout ce domaine-là que c'est l'homme blanc. Grandement faux. Tout c'est l'homme noir. Voilà pourquoi l'homme noir aujourd'hui doit sortir de l'imbécilité qu'on a inculquée. Parce qu'on fait passer l'homme noir pour quelqu'un de bête. Il doit soulever les poubelles, il doit nettoyer les ruelles de l'Europe ou des États-Unis. Mais attendez, on va où? L'homme noir doit sortir de l'imbécilité. Et ce qui fait croire, parce que l'homme noir, il croit à ce qu'on lui a fait savoir. Tu veux hériter au royaume des cieux? Hein? Accepte d'être pauvre. Mais grandement fou. On lui a inculqué des trucs qui sont mensonge sur mensonge. Et l'homme noir, il croit. Hein? Il croit à l'histoire de la religion. Regardez toutes les églises catholiques remplies que d'hommes noirs. Regardez les églises des réveils, l'homme noir. Les blancs, vous allez compter de doigts, ils ne sont pas nombreux. Hein? 2 ou 3. Mais tout le reste, l'homme noir. Et vous voyez ces églises-là. Alléluia. Les gens sautent, ils prient, ils prient. Mais l'homme noir n'a pas besoin. Est-ce que l'homme noir a fait ce que l'homme blanc a fait? L'homme blanc est un barbare. Hein? L'homme blanc a le son de la haine. Mais regardez, toutes les églises, l'homme noir est là en train de crier Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on l'appelle. Parce que Dieu a déjà tout mis sur l'homme noir. Et l'homme noir doit sortir de l'aliénation. Parce que l'aliénation, c'est ce qui fait que l'être humain noir est zéro. Et pendant ce temps, il ne devrait pas être zéro. Il devrait être le champion des champions. Parce qu'il est très intelligent, l'homme noir. Mais on le fait passer pour un idiot. Et ça, c'est le problème. Il faut aujourd'hui que l'homme noir retrouve ses repères. Tous ceux qui ont envie de passer dans ce direct, vous pouvez passer dans le direct, je vais cliquer. Tous ceux qui ont besoin de parler, vous pouvez passer.
hectares, n'est-ce pas? Et qui ne les utilisaient pas forcément. Hein, et de mettre ça à la disposition de l'État zimbabwéen. Et il a essuyé un refus. Et il faut dire que sur ce dossier, la Grande-Bretagne a agi un peu en coulisses, en avançant masqué, et la Grande-Bretagne a poussé les fermiers à adopter une attitude radicale et une position frontale vis-à-vis de l'État zimbabwéen. Donc, on peut dire que quelque part, c'est parce qu'il n'avait pas en face de lui des interlocuteurs décidés à coopérer, hein, parce que le problème, effectivement, on voit toujours le problème du côté des fermiers blancs, mais on ne voit pas toutes les populations africaines, hein, qui n'ont même pas de quoi manger et qui souffrent d'une pénurie alimentaire chronique. Voyez. Donc je pense que quand on pose le problème du Zimbabwe, il faut le poser avec un peu d'objectivité. Hein. Robert Mugabe n'est pas, et c'est sur ce point que je vais terminer, c'est certainement pas un ange. Hein. C'est pas un ange, c'est pas la thèse que nous défendons. Mais nous disons qu'il y a d'autres dirigeants africains qui ont fait l'objet d'une véritable cour assidue de la part de l'Occident, qui sont restés 30 ans au pouvoir, je ne vais pas citer le nom, hein, pour ne pas créer des frustrations, et apparemment, on leur a donné un certificat de bonne gouvernance. Hein, et certains sont encore aux affaires au moment où nous parlons, hein, notamment au Cameroun. Hein. Donc je pense que... Effectivement, vous n'avez pas cité de nom. Non, je ne cite pas de nom, je cite les États. Donc ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a une confrontation entre deux écoles. Il y a ceux qu'on appelle les démocrates souverainistes, hein, qui, eux, veulent qu'il y ait les attributs de la souveraineté d'un État, notamment sur le plan économique. Et il y a aussi ceux qu'on appelle les réformistes néocoloniaux, qui, eux, s'accommodent du système, négocient des rentes. Donc je suppose que vous mettez Robert Mugabe dans la première catégorie. Je dis que Robert Mugabe, même si on dit qu'il a truqué les élections de 2008, ça c'est l'Occident qui le dit. Pour les dernières élections, son concurrent n'a pas de base au niveau du monde rural. Il n'a pas de base électorale. Il est connu dans les milieux, si vous voulez, qui sont des milieux d'intellectuels, hein, les milieux urbains. Mais le Zimbabwe, c'est pas seulement Harare. Les milieux syndicalistes également, je le conseille. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, je crois, c'est la façon dont Mugabe est en train de gérer sa sortie. Actuellement, il est en train de mettre de côté les gens qui l'ont accompagné, hein, pour favoriser peut-être des personnes qu'il croit être plus proches de lui. Et cela va poser, à mon avis... Vous parlez de son épouse? Oui, et cela risque vous pouvez citer les noms. Oui, là, je crois que... Elle est docteur honoris causa, d'ailleurs. Absolument. Non, mais je veux dire, on ne va pas débattre longtemps sur 2008. Hein. Je pense que les jeunes Africains, 2008, pour eux, c'est le siècle dernier. Mais, très franchement, en 2008, il faut quand même rappeler qu'il était arrivé, que son opposant était arrivé au premier tour avec 49,3%. Là, revenons sur l'histoire. Il a refusé de faire le second. Bien sûr, mais revenons sur l'histoire. Effectivement, où je suis complètement d'accord avec vous, c'est de la sur le plan d'Occident, c'est de la géostratégie post-coloniale. C'est vrai que, en fait, ce qui se passe sur ce continent, c'est que chaque ancienne puissance coloniale reste quand même dans son précaré. Et c'est vrai que les Anglais, pour eux, c'était très important, le Zimbabwe et l'histoire de la réforme agraire, parce qu'ils craignaient bien évidemment l'extrapolation sur leur chère Afrique du Sud, avec les fermiers blancs en Afrique du Sud, ou la Namibie avec les anciennes puissances coloniales allemandes. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai que sur ce continent, on voit bien par exemple les pays lusophones avec le Portugal et l'Angola, sauf que maintenant c'est plutôt les Angolais qui rachètent le Portugal. Mais au niveau de la France qui est en train de perdre pied dans son précaré, c'est la même chose. Je veux dire, pour moi, l'armée française sert vraiment de cache-misère à en fait une déshérence, finalement la France est en train finalement de perdre toutes ses positions en Afrique, mais les gens ne le voient pas parce qu'il y a encore une présence française militaire extrêmement importante. Mais il faut comprendre que c'est des deals entre diplomates. Les Français disent aux Anglais, écoutez, on vous promet, on n'invite pas Robert Mugabe à nos sommets franco-africains, à condition que vous votiez nos résolutions sur la Côte d'Ivoire. La France, les diplomates français, si les militaires français, ils sont en Afrique, c'est parce que c'est les diplomates français qui font voter les résolutions aux Nations Unies.
Donc, c'est-à-dire c'est un jeu au niveau occidental, de jeu occidental. Et je suis d'accord avec vous, il y a un certain nombre de pays où les Français, quand c'est leur autocrate à eux, ils vont pas en parler parce que ça les arrange. Et moi qui écris Africa France, je pense que c'est eux qui tirent souvent les ficelles à Paris. Donc, on est dans un jeu de grande puissance, ou de moyenne puissance. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, la donne a changé. Il y a les Chinois qui sont arrivés, les Indiens, les Brésiliens, les Turcs qui arrivent en puissance. Il faut savoir qu'à peu près tous les 2 mois, ils ouvrent une ligne entre Istanbul et le Gabon, Libreville, ils ont ouvert pas mal de choses, Kinshasa. Donc eux arrivent et savent qu'il y a de l'argent maintenant en Afrique, une croissance importante, et c'est là qu'ils vont pouvoir décrocher de nouveaux contrats. La politique de papa, la France-Afrique, c'est fini. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, un gamin de 18 ans a une fenêtre sur le monde entier. Donc voilà, et tout à l'heure pour rebondir sur Mugabe, c'est effectivement la méthode à titre personnel, qui n'est pas bonne. Ça, c'est un vrai problème. Mais lui, il a voulu des décisions choc pour dire à sa population, j'ai été leader militaire, je suis politicien, maintenant je suis un véritable décideur, et ce n'est pas les Britanniques et les Blancs qui vont décider chez nous. Les sanctions, c'est jamais bon. C'est jamais bon. De toute façon, hein, qui que soit la victime de ces sanctions, bon, c'est jamais bon. C'est un peu fait pour ça d'ailleurs. Hein. Mais bon, le pays se redresse. Parce que, on en parlait tout à l'heure hors micro, mais c'est vrai qu'il y a combien 400, 600 entreprises britanniques. Les cadres zimbabwéens sont les meilleurs de toute l'Afrique australe. Voilà. C'est pour ça qu'Afrique du Sud les a complètement absorbés. Lui-même a étudié là-bas. Oui, non, puis bon, les pays de la sous-région, l'université d'Harare, c'est une bonne université. Dans toute la sous-région, ça rayonne. Donc les gars, ils sont formés là-bas. Les pays de la sous-région les absorbent parce que dès qu'il se passe quelque chose, ils disent, venez donc chez nous. Comme il y a quand même un certain nationalisme, après les gars, ils rentrent chez eux, et puis le Zimbabwe s'en sort. Donc, bon, évidemment, les sanctions, c'est jamais bon, mais malgré ça, ils y vont, quoi. Et moi, je trouve que c'est ça qui est le plus extraordinaire. Comme je parlais tout à l'heure du Nigeria, mais au Nigeria, c'est un peu la même chose. Les gars, ils tiennent pas les murs. Ils disent, écoutez, finalement, pour parler vulgairement, on va y arriver tout seul. Bon, là, ils ont d'autres problèmes, les Nigérians. Mais en tout cas, pour ce qui est du Zimbabwe, il y a un tissu industriel, il y a un tissu agricole, il y a des syndicats professionnels et tout. Ça va aller. Les investisseurs s'intéressent plus actuellement au Zimbabwe, ils misent plus sur le Zimbabwe dans leur cénacle confidentiel que sur l'Angola. En disant l'Angola, avec la chute du pétrole, risque d'avoir des problèmes, et ils misent beaucoup sur le Zimbabwe, compte tenu de sa diversité agricole et de plateformes de la région, avec des cadres très très formés. Est-ce que finalement, le fait qu'il soit à la fois président de la communauté de la SADC et qu'il soit également président de l'Union africaine ne lui permettra pas de débloquer en quelque sorte l'étau qui s'est resserré autour de son pays et qui l'asphyxie pratiquement? Écoutez, c'est toujours un peu la politique fiction, c'est jamais trop, mais c'est sûr que ça va en tout cas lui donner quelques outils. Il va avoir des ficelles en main. Et le connaissant, je ne le connais pas beaucoup, mais il est capable de faire jouer ça parce que c'est un fin politique. Il a beau avoir l'âge de ses artères, comme on disait. C'est encore une fois un type cortiqué, qui réfléchit, qui lit, qui se renseigne. C'est absolument pas un gars qui est au village et qui fiche rien. Donc c'est vrai qu'il a les moyens aujourd'hui d'être un homme influent. Moi je pense que c'est un animal politique. C'est un redoutable observateur de la scène politique mondiale. N'oublions pas qu'il était dans le collimateur des Occidentaux au même titre que Kadhafi. Finalement, c'est un survivant. Hein? C'est un survivant. On aurait bien voulu lui réserver le même sort. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Mugabe a épuisé ce qu'on appelle ses capacités d'action. Il doit maintenant, je pense, préparer sa succession et sortir de façon honorable de la scène politique, parce que je pense qu'à 91 ans passés, on peut faire un bilan et on peut justement passer le témoin aux jeunes générations. Il faut les souffler, les bougies. Hein. Voilà, nous avons suivi. Vive la vérité. Et la vérité, il faut qu'elle continue. Parce que l'homme noir
doit connaître rien que la vérité. L'homme noir a tellement subi, et c'est pas normal qu'il continue à subir. Au XXIe siècle, il faut que ça finisse. La vérité doit triompher. L'homme noir, grâce à lui que Paris s'est libéré. Grâce à l'homme noir, que la France, elle est ce qu'elle est. Sans l'homme noir, Paris n'allait pas être Paris d'aujourd'hui. Sans l'homme noir, la France n'allait pas être une France puissante, mais grâce à l'homme noir. Et aujourd'hui, l'homme noir, on lui fait marcher. Il y a une chose qui m'a toujours fait mal en France, et ça continue, hein? L'immigration. Qu'est-ce qui se passe? Des Noirs, des parents noirs, qui vont dans des préfectures, ils vont y rester de 22 heures, d'autres arrivent 23 heures, jusqu'au lendemain matin pour que la préfecture ouvre ses portails. Eux, ils sont là pour être en premier pour les cartes de séjour. Imaginez, ça fait mal. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Les gens, moi j'ai posé la question à certains, pourquoi vous venez là avec vos enfants et dans le froid vous êtes là? Non, on est là parce qu'on a besoin d'être bien reçus tôt le matin pour nos cartes de séjour. Des parents noirs, ça fait mal. Et le style de l'esclavagisme moderne, elle continue. Hein? On a fait croire que l'esclavagisme a été aboli. Grandement faux. L'esclavagisme a pris une nouvelle forme. Là où l'être humain noir, on lui fait comprendre que tu es un esclave. Oui, parce que l'homme blanc, il se dit que lui, il est le maître de l'homme noir. Mais grandement faux. L'homme blanc n'est pas le maître de l'homme noir. Le maître de l'homme noir, c'est Dieu. Le maître de l'homme noir, c'est pas l'homme blanc, non. C'est Dieu. Mais l'homme, il fait comprendre l'homme blanc que c'est lui le maître. Grandement faux. Il est temps que les parents noirs se réveillent. Bonjour à ceux qui viennent de rejoindre ce direct. Il est temps que l'homme noir se réveille. Ceux qui ont envie de parler dans ce direct, vous pouvez envoyer une demande et je vous mettrai pour que vous puissiez dire ce que vous pensez. Vous pouvez envoyer une demande et je vais vous mettre pour que vous puissiez parler. L'homme noir a besoin de sortir de l'ignorance parce qu'on l'a tellement menti. On lui a tellement fait du mal. Et ça continue au XXIe siècle. Il faut que ça finisse. On va suivre un deuxième truc. Je vais lire d'abord ce qu'elle écrit. Maintenant, ils te font comprendre que tu devrais porter un nom français. Voilà. Il y a une chose, je ferai demain nous sommes dimanche, je vais le faire demain. Demain, je ferai un direct sur les prénoms. Chaque prénom, il y a un code. Pourquoi en France, maintenant, il y a des gens, journalistes, comiques, des journalistes charlatans qui parlent, qui font rire les gens dans des directs, dans les chaînes télé. Au fait, ils commencent à parler des prénoms africains. Pourquoi? Parce qu'il y a des journalistes qui travaillent dans le système du monde sioniste. Et le monde sioniste, ils n'aiment pas la vérité. Et la vérité, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je vais brancher un câble
pour charger parce que ça demande. La batterie, elle est faible. Ah là là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous vivons dans une situation où maintenant, en France, ils commencent à parler de codes, des noms, les noms africains. Et ils disent que des Africaines devront avoir des noms français. Parce que les Africaines qui ont des noms, des prénoms et des noms africains, c'est pas bon. Ils ne représentent pas la France. Vous voyez? Mais je vais faire une émission sur cela demain, pour réveiller les consciences des gens. Et il y a des Noirs qui se considèrent plus blancs qu'un blanc ou plus blanches qu'une blanche. Mais et pourtant elles sont noires. Il y a un problème. Cette jeune fille qu'on l'a attaquée par ce blanc-là, la jeune black là, elle a fait des études en France. Elle parle bien quand vous l'écoutez. Si elle se cache derrière un mur, elle parle. Vous allez croire c'est une blanche qui parle. Mais c'est une sœur noire. Et celle-là, quand il y a des maltraitances de l'homme noir, elle ne parle jamais. Elle ne parle jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours du côté des Blancs. Mais les Blancs l'ont fait savoir aujourd'hui qu'elle ne fait pas partie d'eux. Qu'elle a un prénom noir. Voilà la vérité. Hein? Elle ne fait pas partie de la France. On lui a craché ça. Voilà. Parce que l'homme blanc, il vit qu'avec l'hypocrisie, la haine. L'homme blanc est champion dans la haine. La haine, la jalousie. Il adore. Il adore. Voilà. Nous allons suivre autre chose.